L'amour est très surestimé. C'est le spectacle seul en scène que j'ai créé à partir du recueil éponyme écrit par Brigitte Giraud. J'ai rencontré l'écriture de Brigitte au détour d'une rencontre en librairie il y a quelques années, et depuis ce moment-là, j'ai toujours su que je voulais travailler sur ces textes. C'est une écriture que je trouve à la fois fluide, souple mais soutenue, quotidienne mais poétique, et surtout d'une très grande acuité. J'ai commencé le travail autour de l'amour est très surestimé il y a un peu plus d'un an, et j'ai eu l'opportunité de montrer publiquement une étape de travail au Théâtre Charles Dulin de Chambéry pendant le festival du premier roman en mai 2018. Ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est vous faire écouter des extraits des textes que j'ai choisis pour l'adaptation théâtrale. Je me demande à quoi tient le désir. Pourquoi le corps tressaille? Pourquoi le ventre se creuse quand l'autre apparaît? À quoi tient cette fascination? Cette façon de changer chaque détail du corps de l'autre, chacune de ses paroles, chacune de ses attitudes, en une exception. Pourquoi tout en l'autre est événement, étonnement? Pourquoi, une fois que l'amour sera passé, s'il passe, les mêmes gestes, la même démarche deviendront invisibles, voire insupportables? Cela se passe sur la Côte d'Azur. C'est le mois de juillet. Il y a les vagues qui s'écrasent contre les rochers sous le chemin. Il y a ma mère qui crie tous les 10 mètres, qui demande à mon père de faire attention à mon petit frère. Nous avançons les bras chargés. La glacière, le parasol, les matelas pneumatiques. Il y a les paroles de ma mère, son agacement, le silence de mon père et le chant des cigales, lourd et pénétrant. Cela arrive l'année de mes 10 ans, alors que je nage très bien sans bouée et que j'étrenne un maillot de bain 2 pièces. Mes parents restent sous le parasol, mon père assis, le regard rivé sur la ligne d'horizon, fumant des cigarettes, et ma mère allongée, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre. Mon frère et moi sortons de l'eau et nous enveloppons dans de grandes serviettes douces quand c'est l'heure du pique-nique. Nous partageons nos chips et nos tomates, et je vois bien que ma mère n'enlève pas ses lunettes de soleil. Après, mon père marche jusqu'à la jetée, disparaît un long moment. Ma mère me demande de lui appliquer de l'ambre solaire dans le dos et s'endort au soleil, oubliant que mon petit frère ne sait pas nager. Heureusement, je suis là. On peut compter sur moi. Cela arrive le matin, après le petit déjeuner. Après que mon père a lavé les bols et rangé le pain et le miel, après que j'ai essuyé la table. Ma mère dit qu'elle s'en va. Ma mère nous quitte et part à pied. C'est la fin de l'histoire et vous ne le savez pas. Il est là, debout, devant la fenêtre. Et vous lui en voulez de masquer la lumière. Ce n'est pas lui que vous voyez, mais le jour qui l'empêche d'entrer. Ça commence comme ça. Il est là et sa présence vous gêne. Vous ne l'attendez plus. Vous rentrez le soir et vous allumez la radio, un baiser distrait après avoir quitté vos chaussures, le silence tout de suite après. Vous ne savez comment c'est arrivé. Depuis combien de temps? Vous pensiez que ce ne serait pas possible. Pas lui, pas vous. Vous connaissiez les pièges, le quotidien, les courses. Il paraît que les lessives tuent l'amour. Vous n'y avez jamais cru. Vous refusez de vous laisser enfermer dans pareils clichés. Et pourtant, la fumée de sa cigarette vous gêne. C'est un signe. Vous renoncez à interpréter les signes. Vous n'avez rien vu venir
et vous ne l'aimez plus. Vous demandez à vérifier, il s'agit d'être sûr, mais vous doutez. En fait, vous l'aimez et ne l'aimez pas à la fois. Faudrait vous décider, ça devient agaçant. Vous l'aimez, pensez-vous. Mais ne supportez pas quand il traverse le salon en peignoir. Quand il s'installe devant la télévision dans cette tenue, les cheveux encore mouillés, plaqués en arrière. Lui, sans doute, vous l'aimez. Mais c'est la même scène, répétée chaque jour, qui vous indispose. Il ne s'agit pas de tout mélanger. Aussi, évidemment, cette histoire-là, que sont capables de vivre les paysans du fin fond d'Écosse, les caissières des supermarchés ou les électeurs du Front National, cette histoire si banale que partage le premier imbécile venu, comme tu dis, cette histoire-là, tu la méprises. Elle n'est pas digne de toi, le grand écrivain. Tu mérites mieux qu'une famille avec une femme et des enfants qui t'aiment, qui t'attendent, qui sont à tes pieds, qui s'adaptent depuis toujours à tes absences, à tes besoins d'isolement, de liberté, pour te laisser vivre pleinement ton inspiration. Tu mérites mieux qu'une femme qui, elle, n'a rien d'original, ni actrice de cinéma, ni même journaliste. Une femme assistante sociale, c'est sûr, y a pas de quoi grimper au rideau. Mais qui t'aime pourtant. Tu mérites mieux qu'une femme qui t'aime. Tu te prends pour qui ? Cela fait des années que je pose mes vacances selon tes disponibilités, que j'annule des week-ends, parce que tu t'étais engagé, tu avais oublié de m'en parler, tu es impardonnable, comme tu dis, pour un colloque en Italie. Cela fait longtemps que j'ai renoncé, moi, à aller au spectacle, au dîner en ville, à courir les vernissages, parce que je dois faire face aux devoirs, aux repas, au coucher des enfants. Mais aussi parce que, avec le temps, j'ai compris que je n'étais plus attirée par ce qui brille dehors. J'ai compris que je n'avais plus envie d'apparaître comme la femme du grand écrivain, celle que tu rechignes à montrer parce qu'elle n'a rien à montrer. J'en ai assez de ces soirées où le silence se fait après que j'ai décliné ma profession. Assistante sociale ? Ah oui, me dit-on, cela doit être difficile, vous devez en voir de toutes les couleurs. Puis un sourire gêné succède aux paroles polies. Et après qu'un ange a passé, les regards se tournent de nouveau vers toi. Toi, par qui tout arrive. J'ai maintes fois imaginé ce moment. Toi, ouvrant la porte de l'appartement avec la clé que tu as encore. Toi, venant inventorier nos objets communs pour décider de ce que tu prends, de ce que tu laisses. Je t'avais proposé, confiante, de faire le choix toi-même. J'avais ajouté, pour rendre palpable ma grandeur d'âme, que je n'attachais aucune importance aux objets. On n'allait tout de même pas s'abaisser à s'affronter sur le terrain du monde matériel. On allait se montrer digne. On allait prendre un peu de hauteur, à présent que l'essentiel était réglé. On n'allait pas tout gâcher une nouvelle fois. Pour un tapis, un lecteur de DVD, un miroir marocain. J'ai entendu la clé dans la serrure après que tu as sonné, et j'ai interrompu mes gestes. Je savais que tu devais venir ce matin. Je tenais à être là. La cuisine sentait le café, et je t'en ai proposé une tasse que tu as bu debout près de la fenêtre. Tu tenais à opérer avant que les filles ne rentrent de l'école. Tu t'es exécutée, et tu t'es dirigée vers le salon, tu avais l'air décidée. Je ne t'ai pas suivie. J'ai préféré te laisser agir seule, face à la grande bibliothèque, face à notre collection de disques. J'ai préféré te laisser méditer seule face aux objets rapportés de nos voyages, ce qui revenait à te laisser méditer sur la folie de ton départ.